Notre invité ce matin, Benoît Hamon, ancien ministre, député des Yvelines, candidat à la primaire de la gauche. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. J'ai vu que votre cote de popularité était en progression. Vous dépassiez Arnaud Montebourg dans une enquête parue, je crois que c'est dans Le Point. Donc ça va bien pour vous, Benoît Hamon. Mais à gauche, franchement, tout le monde est dans le brouillard. Où en est-on? Faisons le point. Nous avons Mélenchon qui sera candidat, hors système. Hors système. Et maintenant, Emmanuel Macron, candidat hors système. Hors système, Emmanuel Macron? Ça dépend de quel système on parle. Si le système, ce sont les partis politiques, les appareils, contestablement, il est candidat hors système. Si le système, ce sont les pouvoirs économiques, bancaires, les lobbies privés, ceux qui, justement, quand on arrive aux responsabilités, défont les programmes électoraux sur lesquels les élus ont été élus et remettent en cause quelque part le mandat que les élus ont reçu du peuple, là il n'est pas hors système. Et sa campagne, en tout cas son début de campagne et son attaque vis-à-vis des partis politiques, elle m'inspire deux réponses. Moi je suis assez d'accord sur le fait que quand les appareils prennent le pouvoir, et en gros quand des logiques claniques prennent le pouvoir, ça n'est pas bon pour la démocratie. Mais attention, les partis politiques, parce que c'est un instrument de la démocratie, c'est important. Et je trouve assez culotté de sa part, lui qui n'avait jamais été élu, et qui a été pourtant choisi par l'ex-premier secrétaire du Parti Socialiste, François Hollande, pour devenir son conseiller, pour ensuite devenir ministre. Je trouve assez incroyable que le privilège qu'il a eu d'être ministre, lié au fait que des militants, bénévolement, sans demander de gratification ni médaille, ont fait des campagnes, se sont battus, et ont fait élire François Hollande, qu'ensuite ils disent à ces gens-là, vous êtes le système. Je trouve ça vraiment un peu dur à avaler. Et j'ajouterais, vous savez, quand on se dit hors système, il y a des tests assez faciles à faire. Emmanuel Macron, il a une campagne apparemment très riche, liée à des dons nombreux. Mais moi, je lui propose de répondre à la question suivante. Si tu es hors système, acceptes-tu de rendre public et transparent les donateurs à ta campagne? Moi, vous lui demandez ce matin de rendre public les noms des donateurs à sa campagne. Absolument. Voilà un test pour vérifier qui est dans le système et qui ne l'est pas. Moi, je pense que peu importe s'il est soutenu par des banquiers, des gens très riches, c'est parfaitement son droit. Et s'ils ont envie de l'aider, qu'ils l'aident. Mais l'acte qui démontrerait que lui veut être transparent sur l'absence de conflit d'intérêts possible, ce serait de rendre public la liste des donateurs. Moi, je le ferai. Je le ferai sur les donateurs qui sont les donateurs importants de ma campagne, de façon à ce qu'on y voit clair, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, que quand je rentre en campagne, ceux qui me soutiennent, je n'ai pas peur de les cacher, et je m'engage à ce que demain, il n'y ait pas de contrepartie politique au fait qu'on me soutienne. C'est un dissimulateur déloyal, c'est ce que j'entends. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, on verra. Le test, vous lui posez la question le test ce matin. Pour démontrer qu'il est hors système, s'il est hors système, eh bien qu'il nous rende public la liste de ses donateurs, qu'il soit transparent, et comme ça il démontrera qu'effectivement il y a peut-être quelque chose de nouveau dans sa démarche. Vous parliez des partis politiques il y a un instant, mais 30%, au moins 30% des Français se disent hors parti politique, se sentir proche d'aucun parti politique. Les Français ont une suspicion terrible pour les partis politiques, pour la classe politique. C'est un peu là-dessus que joue Emmanuel Macron. Oui, mais je pense que vous avez raison. Ils vous disent on n'aime pas notre classe politique, et on n'aime pas les journalistes non plus, et on n'imagine pas un pays fonctionner sans journalistes ni responsables politiques. Mais là où je crois que les Français sont quand même robustes dans leurs convictions, c'est que c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les politiques qu'ils n'aiment pas la démocratie. Et la confiance qu'ils ont ou qu'ils conservent dans la démocratie, moi, me donne confiance en retour et m'amène à penser que c'est vrai que la question qui nous est posée est de quelle manière sont-ils mieux représentés? C'est une des raisons pour lesquelles, parmi les propositions que j'ai mises sur la table en matière démocratique, il y a deux propositions qui seraient très en rupture avec ce qu'on connaît. La première, c'est la reconnaissance du vote blanc. Quand on veut exprimer que personne ne vous intéresse dans une élection, mais qu'on veut avoir une démarche civique, citoyenne, eh bien, on vote blanc, ou on peut voter blanc. Sauf que ce vote blanc, au moment où on fait le décompte des bulletins, il n'est pas comptabilisé, et on ne comptabilise que les votes exprimés. Et moi, je propose que si demain, le vote blanc est en tête lors d'un scrutin, eh bien,
on annule et on reprogramme l'élection. Parce que ce vote-là, il doit être reconnu comme une démarche citoyenne de la part d'un certain nombre de nos compatriotes qui ne se reconnaissent ni dans aucun programme ni aucun candidat, et il n'y a pas de raison qu'on ne le reconnaisse pas. Première proposition. Et la deuxième, c'est la mise en place de ce que j'appelle un véritable 49.3 citoyen. Comment est-ce qu'entre deux élections, les citoyens peuvent faire à nouveau irruption dans le jeu politique pour qu'il redevienne démocratique? Ce qu'on reproche finalement aux politiques, c'est qu'on soit dans une démocratie intermittente où le jeu de la démocratie marche au moment des présidentielles, puis après tout s'éteint, le président de la République fait à peu près ce qu'il veut. Et moi je propose que qu'on crée un droit d'initiative finalement citoyenne qui permette sur la base d'un appel signé par 1% des électeurs inscrits, c'est-à-dire à peu près 450 000 citoyens, d'inscrire une proposition de loi à l'examen du Parlement, ou, le cas échéant, quand une loi a été votée avant qu'elle soit promulguée, si des citoyens s'y opposent, comme ça aurait pu être le cas par la loi travail, qu'elle ne puisse pas être promulguée dès lors qu'il y a référendum qui demandé donc par ce 1% de citoyens qui contredit l'avis du Parlement. Bref, qu'on redonne la possibilité à travers ce 49.3 citoyens, de faire respirer la démocratie. Sinon, on aura Madame Le Pen. Et on aura Madame Le Pen beaucoup plus vite qu'on ne le croit, comme on a eu Donald Trump, parce qu'on a l'impression que ce système, finalement, se reproduit toujours sur lui-même, et qu'au bout du compte, pas grand-chose ne change. Auquel vous avez participé. Et auquel je participe évidemment. Encore. Et mais la question, vous participez encore. Mais c'est de préparer autre chose. Voilà, exactement. On est bien d'accord. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron doit rejoindre la primaire? Est-ce qu'il a une responsabilité morale aujourd'hui? Je dis bien une responsabilité morale aujourd'hui. Alors, il a une responsabilité politique. Oui. Mais morale, plus que politique, pour alors, vous. Expliquons-nous. La politique, pour vous. Oui, mais je vais vous répondre très clairement. Oui. Et la politique, c'est un peu l'arithmétique. Aujourd'hui, qui a l'intention de voter pour la gauche? À peu près 35% des Français. Oui. 35% des Français. Ça fait pas beaucoup. Il y a déjà Jean-Luc Mélenchon, qui incarne le courant historique de la gauche. Personne ne lui dirait, voilà, tu n'es pas légitime à incarner ce courant. Il y aura un candidat issu de la primaire socialiste. Il y a Yannick Jadot pour l'écologie politique, qui est aussi, je veux le dire, avec Macron, avec moi aussi, un des trois visages nouveaux de cette élection présidentielle. Et il faudra en tenir compte, ce qu'il dit, à mon sens, est important. Il y aura des candidats d'extrême gauche. Avec Emmanuel Macron en plus, ça vous fait beaucoup de monde pour 35%. Alors Emmanuel Macron, il dit, je suis ni droite ni de gauche, je vais mordre aussi à la droite, mais il va quand même être aspiré des voix de gauche. Eh bien, dans les faits... Faut savoir s'il est de gauche ou pas, Emmanuel Macron. Mais dans les faits... C'est 35%. Vous rangez dans des cases. Mais non, mais je dis qu'il va aspirer des voix de gauche. Bon, d'accord. Donc je dis qu'en étant candidat là, aujourd'hui, sur une offre politique qui sera assez semblable à François Hollande, la réalité, je pense que François Hollande sera candidat à sa propre succession. Il sera candidat. Oui, je pense, c'est mon hypothèse. Parce qu'il est président de la République sortant. Qu'un homme n'abandonne jamais le pouvoir. Et que c'est compliqué quand on a été président de la République de ne pas se représenter. Et que vous aimez le pouvoir. Oui, moi je suis favorable au mandat unique de 7 ans. Je suis pour un septennat, mais unique. Mais je veux dire, c'est 35%. Oui. Pour qu'il y en ait un seul d'entre eux qui arrive à approcher les 20%. C'est déjà très compliqué. Et l'intérêt de la primaire de gauche, c'est qu'elle permettait de finalement sélectionner le meilleur ou la meilleure d'entre nous pour qu'il soit en capacité d'être au second tour. Avec sa candidature qu'il rajoute, Emmanuel Macron, sans désaccord finalement politique de fond sur les questions économiques, les questions européennes, sur la question du travail avec François Hollande, c'est finalement cette ambition supplémentaire qui se rajoute, sans alternative à ce qui existait déjà, ça divise. Ça morcelle et ça nous rend très compliqué. Très compliqué l'hypothèse que la gauche soit au second tour. Responsabilité morale. Oui, morale, politique, oui. Morale et politique. Mais voter Front National, ce n'est pas moral? Voter Front National, que je n'ai pas un problème de bien ou de mal. Moi, je suis en radical désaccord avec les thèses du Front National. Mais si je pensais que le Front National était, c'était mal, je demanderais son interdiction du paysage politique. Et à ce moment-là, on n'aurait pas le droit de voter pour. Alors, je vous dis ça mais cela étant dit, une fois que j'ai dit ça, que je précise, je crois extrêmement dangereux ce qui est en train de se préparer avec Marine Le Pen. Parce que ne prenons qu'un point. Oui. La réalité, c'est que son scénario, si elle arrive au pouvoir, c'est la sortie de l'Union européenne. Qui va croire, une seule seconde, qui va croire que nous, tout seuls, face à la Chine, face à Poutine, face à Trump, sans ce qui est la force de la construction européenne, dont moi je pense qu'il faut changer radicalement l'orientation, ça c'est certain, qui va croire une seule seconde que ça va pas être davantage de chaos,
davantage de chômage, davantage de violence. Ça n'est pas sérieux. On sortirait de l'euro, on sortirait de l'Union européenne, ça n'est pas sérieux. Et ça, je pense que c'est une des perspectives qui justifie, à mes yeux, que sur les questions européennes, plutôt que de rester à attendre que une femme ou un homme providentiel change tout dans l'Europe comme on attendrait de l'élection présidentielle, faut construire des alliances avec des gens qui pensent comme nous en Europe et dans les principaux pays développés pour faire un agenda social, pour avoir des travaux sur la transition écologique, vous êtes très sensible. Bref, lutter contre le chômage. Vous êtes très sensible au social et à la solidarité, Benoît Hamon. Mais moi, je regarde les chiffres. Hein. Je suis pragmatique. Vous entendez, vous aussi, les uns et les autres qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Je regardais le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté en France, qui augmente régulièrement, 2-3% par an. Nous avons encore les chiffres du Secours catholique. C'est la sanction d'un échec patent de 2 quinquennats successifs, peut-être plus, même, Benoît Hamon. Oui. Vous-même, vous étiez partie prenante écoutez, de ce second quinquennat. J'ai fait une loi sur l'économie sociale et solidaire, mais qui s'adresse directement notamment aux travailleurs qui sont les travailleurs les plus vulnérables, première chose. Et deuxièmement, si vous vous souvenez, j'ai fait une loi sur la consommation qui a, pour tous ceux qui aujourd'hui sont seuls face à des grands groupes, permet aux consommateurs de mieux se défendre. Mais, une fois mis ça de côté, moi, vous savez, je défends le principe d'un revenu universel d'existence. Ce qui est frappant dans notre système actuel, c'est qu'on peut être pauvre et pourtant ne pas toucher de RSA. Pourquoi ? Parce qu'un tiers de ceux qui ont droit n'y recourent pas. On a un système d'allocation qui n'est pas automatique. Le revenu universel d'existence, il concernerait tous les Français. C'est-à-dire qu'il serait versé à tous les Français à partir de 18 ans. Mais comme il est automatique, il a cet immense avantage d'éradiquer beaucoup plus sûrement la pauvreté, puisqu'il ne repose pas sur le fait que l'on fasse une démarche quand on est pauvre pour obtenir son allocation, il serait automatiquement versé. Mais qu'est-ce que ça change au-delà, le revenu universel d'existence ? Il y a une question que je n'entends pas dans la primaire de droite. C'est incroyable. Et que j'entends assez peu chez mes concurrents à gauche. Nous savons que le travail va se raréfier, parce qu'il y a une formidable révolution qui est la révolution numérique, et qui nous amène à faire en sorte que tout ce dont l'humanité a besoin pour vivre, nous le produisons avec moins de travail humain nécessaire. Nathalie Kosciusko-Morizet en parle. Eh ben, formidable. C'est très Emmanuel bien. Macron aussi. Mais la conséquence qu'on en tire... sa manière. Ah oui. Mais la conséquence qu'on en tire, c'est quoi ? C'est qu'on va avoir besoin de moins de travail pour produire ce dont on a besoin. Or, notre protection sociale, elle est financée par quoi ? Par le travail. Et quand une machine remplace un travailleur, cette machine contribue-t-elle à financer le risque maladie, la retraite, la protection contre les accidents du travail ? Non. Eh bien, la question centrale qu'on devrait se poser, c'est si nous voulons que ce progrès technologique, qui va nous amener à être moins dépendants du travail, se traduise par un progrès social. C'est comment on repense le financement de notre protection sociale, d'où ma proposition d'un revenu universel d'existence, en mettant à contribution l'algorithme, la machine, le robot, dès lors qu'elle se substitue à vous ou à moi pour travailler et faire ce que nous faisions. C'est aussi simple que cela. Mais sinon, on fera toujours reposer l'essentiel de l'effort sur les mêmes, les classes moyennes, ceux qui travaillent, demain les retraités de plus en plus, et alors que on a une richesse qui ne cesse de grandir, produite de moins en moins par les hommes, de plus en plus par les machines, cette richesse va à de moins en moins de personnes, et nos protections sociales sont menacées. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, vous êtes d'accord ? Donc, voilà des propositions que je mets sur la table. On se dirige doucement, mais sûrement vers la fin du salariat. Peut-être pas la fin du salariat, mais nous aurons moins de salariés dans les années qui viennent. Absolument. Ça, vous êtes d'accord avec ça ? Moins de salariés, ça veut dire plus d'auto-entreprises, ça veut dire plus de travailleurs indépendants. On est d'accord. Macron propose de leur permettre de toucher le chômage, ça, vous ne pouvez pas être contre. Moi, je poursuis pour un statut social unique de l'actif. Vous êtes travailleur indépendant, vous êtes salarié, vous devez pouvoir... Statut unique. Au sens où le nombre d'heures que vous passez, ce que vous produisez doit amener la même type de couverture que vous soyez salarié ou travailleur indépendant. Il n'y a plus à faire de différence. C'est à mon avis une manière de tirer les gens vers le haut, plutôt que de favoriser des solutions type Uber ou l'auto-entrepreneuriat, où on découvre quoi ? Que la plupart des auto-entrepreneurs se plaignent de l'absence de couverture sociale, d'être jetés... D'ailleurs, vous abrogez la loi travail.
Hein, si vous arrivez au pouvoir. Écoutez, parce qu'elle est mauvaise, vous êtes battu contre. Pour une raison. Oui. Alors, très concrète. Une seule raison. Et qui m'oppose à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, avec sa loi Macron, il a défiscalisé la distribution d'actions gratuites. Oui. On paye moins d'impôts quand on a une action gratuite. Vous percevez des actions gratuites? Qui en perçoit? La plupart du temps, les entreprises du CAC 40. Alors peut-être aussi les petites PME où il n'y a pas de dividendes, où ça peut être utile. Là, oui. Mais ça peut être utile. A donc défiscalisé la distribution d'actions gratuites pour des cadres. Et on a refiscalisé les heures supplémentaires et on a même encouragé la baisse du tarif des heures supplémentaires dans la loi travail. Vous trouvez ça juste? On prélève davantage sur le travail qu'on ne prélève sur les actions gratuites. C'est juste ça? C'est ça le modèle de société qu'on veut? Une société dans laquelle celui qui a la chance de pouvoir avoir des actions gratuites de la part de son patron paye moins d'impôts que celui qui fait des heures supplémentaires sans avoir forcément le choix d'en faire ou pas? C'est juste ça? Vous savez, il manquait 2 mots dans le projet d'Emmanuel Macron. Égalité et justice. Peut-être parce qu'il n'a pas vraiment mesuré que dans ce pays, l'inégalité et la justice... Barack Obama qui déclare les inégalités, un discours très intéressant d'ailleurs, prononcé à Athènes, les inégalités, l'un des plus grands défis des démocraties modernes. Oui, c'était aussi autour de ça que Thomas Piketty avait fait un remarquable ouvrage qui a démontré que ces inégalités dans la redistribution de la richesse... Lorsque vous regardez la primaire de la droite, que vous entendez tous les candidats, le recordman étant, entre guillemets, François Fillon, qui propose la suppression de 500 000 fonctionnaires en 5 ans, que dites-vous? Que répondez-vous? Que ces gens-là sont dangereux, qu'ils sont dangereux. Parce que c'est quoi, des infirmières qu'on enlève? D'ailleurs, moi je soutiens leur mouvement. On a beaucoup parlé des policiers. J'aurais bien aimé qu'on parle un peu plus des infirmières, les policiers qui ont été reçus. J'aurais bien aimé qu'on reçoive les infirmières à l'Élysée aussi, ou les infirmiers. D'ailleurs, il n'y a pas que des infirmières. Donc on enlève des infirmiers et des infirmières, alors qu'il y a la souffrance au travail, du burn-out dans les hôpitaux. On enlève quoi? Des policiers, alors qu'il y a aussi de la souffrance au travail, des profs. Mais moi, c'est une folie. Alors, on pourra toujours trouver dans certains secteurs des services publics qui sont peut-être plus obsolètes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. Mais c'est une folie. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de moins de profs, moins d'infirmières, moins de policiers, moins de militaires? Où est-ce qu'on coupe? On dit dans la fonction publique territoriale, mais dans la fonction publique territoriale, demain, moi, je veux qu'il y ait un service public de la petite enfance. Parlons-en, il y a des mamans aujourd'hui qui sont célibataires. Vous savez combien elles sont en Île-de-France, dans cette région dans laquelle nous sommes ici, là, en Île-de-France? Une famille sur 4 est une famille monoparentale. Dans 85% des cas, ce sont des mamans. Eh bien, aujourd'hui, quand on a des petits à la maison, on est obligé de composer avec son temps de travail de manière absolument folle, ou alors de réduire son temps de travail parce qu'on n'a pas de solution de garde. Moi, je veux un service public de la petite enfance. Ça, voilà ce qui serait la marque d'un progrès, qui montrerait que notre pays s'enrichit, que ça se traduit pour tous par du progrès. Avec un projet comme je peux l'anticiper à droite, il s'annonce des catastrophes. Je vous le dis, des catastrophes. Merci Benoît Hamon. 8h55 sur RMC BFM TV.